Moi, j'aime bien ta façon de réfléchir parce que déjà, je dirais pas que tu te blâmes, mais tu te mets à l'épreuve, premièrement, et tu te dis, en fait, que si je ne suis pas à la hauteur, si j'ai échoué, c'est parce que j'ai une bonne part de responsabilité là-dedans. Mais entre nous, combien de jeunes Africains, entrepreneurs, se remettent vraiment en question? Et je veux dire, combien parmi eux acceptent aussi leur défaite? Se dire que je suis peut-être coupable de ce problème-là, j'ai peut-être foiré de ce côté-là, de ce côté-là. Parce que la plupart du temps, ils sont dans l'ego, dans moi. Si ça ne réussit pas, c'est parce qu'il y a l'État il n'y a pas de courant, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Tu comprends qu'il y a un problème. Parce que moi, je comprends ce que tu veux dire. Mais beaucoup ne seront pas d'accord avec toi. Alors moi, ce que j'ai à dire ici, c'est le fait que quand je dis qu'on ne pleure pas, il faut que les gens comprennent que c'est profondément spirituel en fait. Ça veut dire que c'est dans toutes les dimensions de la vie qu'on ne doit pas s'apitoyer sur son sort. Je vais prendre un exemple. Est-ce que lorsqu'on entreprend en Afrique, l'État nous accompagne à faire quoi que ce soit? Moi, je trouve que non. En tout cas, pas assez. Il y a deux approches. Soit tu passes ta journée à dire l'État ne nous accompagne pas, en tant que jeune, on aurait dû bénéficier de ceci, on aurait dû avoir des subventions, on se bat mais personne ne nous suit. Ça, c'est une démarche qui ne produit aucun résultat. Parce que quand tu pleures, d'abord que quand les gens meurent, on s'en fout. Je parle de l'Afrique. Quand les gens meurent, on s'en fout. Quand il y a un accident, les gens meurent. Les gens filment pour publier sur Internet, pour dire qu'ils ont la primeur de l'information sur les morts. Ça, c'est les gens qui sont déjà morts. Bon, combien de fois toi qui pleures, tout le monde s'en fout en fait. Puisqu'on s'en fout de ceux qui sont morts. Donc ça veut dire que si toi tu viens tous les jours dire non, ça ne va pas, c'est ceci, c'est cela, en fait rien ne va changer. Rien ne va changer tant que tu ne décides pas que les choses puissent changer. Donc moi j'ai compris ça très tôt en fait, qu'en Afrique, d'abord qu'on s'en fout des morts, on banalise la mort. Les gens meurent tous les jours, ça nous rend totalement insensibles même au final. Ça veut dire que combien de fois toi qui pleures? Parce que si on banalise celui qui est mort, qui ne va plus revenir, toi qui pleures, en fait les gens vont juste se moquer de toi. La preuve c'est quoi? C'est que sur Internet, quand vous voyez quelqu'un venir raconter une histoire triste, qu'est-ce qui se passe? Quand tu lis les commentaires, parfois ça te fait froid dans le dos. Tu vois des gens qui rient, tu vois des gens qui se moquent, tu vois des gens qui font de l'humour noir. Et tu comprends qu'en fait, même si ton histoire est douloureuse, n'importe comment, les gens trouveront toujours le moyen de se moquer de toi. Ça veut dire que ce n'est pas ça la solution. Et moi, j'ai compris ça très tôt. Et comme je dis toujours, l'avantage peut-être que j'ai, c'est le fait que je sois médecin. Et quand tu es médecin, surtout en Afrique, l'un des métiers que tu pratiques au quotidien, c'est d'annoncer les décès. Parce que ça, c'est un des métiers des médecins en Afrique. Je ne suis pas en train de dire qu'en Occident, ça ne se fait pas. Mais en Afrique, en principe, dans notre formation de médecine, c'est vrai qu'on le dit parfois juste en passant, mais ça devrait être un module à part entière. Comment annoncer les décès? Parce que ça va faire partie de ton quotidien. Tu vas recevoir peut-être 100 patients, il y a 20 qui meurent. Parfois, ils meurent parce qu'ils sont venus très tard à l'hôpital. Parfois, ils meurent parce qu'ils ont d'abord essayé plusieurs décoctions qui n'ont pas fonctionné. Ils sont venus quand c'était déjà fini. Parfois, ils meurent parce qu'ils n'ont pas les moyens pour payer, pour la prise en charge, pour faire les examens et tout ce qui va avec. Donc, ce qui fait qu'au final, tu te retrouves la plupart de ton temps à annoncer les décès. Ça veut dire qu'une famille vient avec son enfant, il faut que tu annonces que l'enfant est mort. Tu annonces que leur père est mort. Tu annonces que leur fille vient de mourir, ainsi de suite. Progressivement, ça rend insensible. Donc, et quand ça te rend insensible, tout ce qui te pousse à te relever chaque matin pour continuer de te battre, c'est la question qui essaie de savoir comment je peux faire pour réduire ces décès. Est-ce que je peux mettre en place une stratégie qui permettrait à ce que, si sur 100 personnes, 20 meurent, comment je peux faire pour que 10 meurent seulement? Ou alors que ce soit juste 5? Et quand tu te poses cette question, tu comprends que, oui, l'État doit jouer son rôle, la société doit jouer son rôle, oui. Mais toi, tu n'as pas d'influence directe sur eux. Par contre, tu as une influence directe sur ce que tu peux faire. Tu peux améliorer tes connaissances. Tu peux sensibiliser les populations. Tu peux pousser les gens à comprendre que en Afrique, si tu veux avoir une bonne santé, il faut que tu aies de l'argent. Parce que moi, je décide de me concentrer encore beaucoup plus en entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que les gens ne comprennent pas que l'entrepreneuriat en Afrique, c'est une sorte de médecine. Parce qu'en Afrique, tu n'as pas de sécurité sociale. Donc, si tu es malade aujourd'hui en Afrique, tu arrives à l'hôpital. Si tu n'as pas d'argent, tu vas mourir. Donc, imagine-toi si tu es au chômage et tu tombes malade. En fait, la probabilité de mourir est très élevée parce que je ne sais pas comment on va te soigner. Supposons qu'il faut faire une opération chirurgicale.
on demande 400 000 francs. Il n'y a pas de sécurité sociale. Personne ne va t'opérer pour que tu payes après. Donc, si tu n'as pas d'argent, ça veut dire qu'avoir de l'argent entre maintenant dans ce qu'on appelle la médecine primordiale et primaire. Ça veut dire que la médecine maintenant, dans sa dimension primaire, c'est-à-dire les actions qui permettent d'anticiper sur la maladie, il y a maintenant le chapitre gagner de l'argent, avoir une activité génératrice de revenus. C'est pour ça que quand moi je parle d'entrepreneuriat, les gens se disent non, ce n'est plus la médecine, comment tu ne fais pas la médecine? Non, je parle d'entrepreneuriat pour que les Africains qui m'écoutent comprennent qu'ils doivent entreprendre, qu'ils doivent avoir une activité pour générer des revenus parce que ces revenus vont permettre à ce que si un jour ils sont malades, en arrivant à l'hôpital, si on demande 50 000 francs pour effectuer un examen, qu'ils aient les moyens de payer. Parce que s'ils n'ont pas la possibilité de le faire, ils vont mourir fatalement. Donc, moi, j'ai dans ce mindset parce qu'à l'hôpital, j'ai compris que c'est le seul mindset qui peut permettre de s'en sortir. Donc, j'ai compris qu'on ne peut pas juste rester à l'hôpital consulter. Parce que ce serait comme si tu as une maison, tu as le plafond qui est percé, chaque fois qu'il pleut, l'eau coule. Et toi, tout ce que tu te contentes de faire, c'est d'acheter des seaux pour recueillir de l'eau. C'est bien, tu vas recueillir de l'eau, mais ce n'est pas la solution finale. Il faut à un moment donné que tu sortes de la maison, que tu montes sur le plafond, pour voir comment boucher les trous. Donc moi, à un moment donné, j'ai compris qu'il fallait que je sorte de l'hôpital pour aller dans la société, faire comprendre aux gens que si vous n'avez pas d'argent, vous allez mourir. Parce que moi, je suis à l'hôpital, chaque jour, je vois les gens mourir. Parce qu'ils n'ont pas 5 000, parce qu'ils n'ont pas 10 000, parce qu'ils n'ont pas 50 000. Donc, moi, je viens hors de l'hôpital vous dire que voilà ce que je vous recommande de faire. Ayez une activité qui vous permet de gagner de l'argent. Essayez de vous mettre ensemble, parce que je sais que quand on est seul, c'est difficile. Battez-vous pour pouvoir vous-même trouver des solutions à vos problèmes. Parce que si vous ne trouvez pas de solution, quand vous allez venir à l'hôpital, moi je vais seulement vous dire que votre fille vient de mourir parce qu'il n'y a pas d'argent. Et je n'aurai aucune émotion, je ne vais pas pleurer parce qu'un médecin ne pleure pas. Non, on nous a appris en fac de médecine que le médecin ne pleure jamais en public. Parce que si le médecin pleure, comment le patient va faire? Parce que si tu imagines, tu arrives à l'hôpital, tu rencontres ton médecin, tu lui présentes ton problème, ou tu lui montres les résultats de ton examen, et il dit non, c'est pas possible. Waouh, c'est la première fois que je vois ça. Oh non. Attends, si ton médecin réagit comme ça, toi tu vas donc faire comment? En fait, tu peux juste, tu vas faire un choc en fait. Parce que si le médecin est étonné par rapport à ce que tu as, c'est que c'est fini. C'est pour ça que le médecin, lui, doit toujours rester stoïque. Donc même si le cas est grave n'importe comment, il doit toujours te rassurer. Il doit te dire non madame, on va trouver une solution. Je viens de voir vos examens, c'est vrai que c'est un peu au-delà de la normale, mais en fonction de ce que j'ai vu, je pense que ça pourrait être tel syndrome qui correspond à telle maladie. Je vous explique la prise en charge. Dans un premier temps, nous allons faire ça, nous allons faire ça. Même si au fond de moi, je sais qu'à 95% tu dois mourir, voilà l'attitude que je dois avoir. Donc c'est ça en fait que j'ai transposé en entrepreneuriat. Tout simplement. Ça serait pas de mentir un peu? Se mentir. Ça serait pas de mentir aux gens un peu? Non, non, ce n'est pas mentir, ça s'appelle du professionnalisme. Je veux dire, quand tu arrives par exemple dans une entreprise, tu vois une assistante de direction qui te parle en souriant alors qu'elle a 3 mois d'arrêt de salaire. Est-ce que c'est du mensonge ou c'est du professionnalisme? Parce qu'elle aurait pu être désagréable parce qu'elle n'a pas été payée depuis. Mais elle continue de sourire alors qu'elle n'a pas de salaire. Ça s'appelle juste du professionnalisme, c'est tout. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu mets de côté tes émotions et tu traites de façon professionnelle tes patients, tes clients, et puis tu vas gérer tes émotions après. Parce que ce ne sont pas tes clients qui sont à l'origine de tes frustrations. Le client qui vient, il a un problème. Le patient qui vient, il est malade. Tu n'as pas à être désagréable vis-à-vis de lui parce qu'au fond de toi, tu as un problème, peut-être, voilà, tu as perdu ton travail et tout ce qui va avec. Non. Tu dois rester professionnel. Et le professionnalisme, quand je suis médecin, consiste à rester très sérieux, à rester stoïque, à ne pas faire paniquer inutilement le patient parce qu'il est déjà malade, il panique déjà. Surtout en Afrique, quand un patient arrive à l'hôpital en Afrique, ça veut dire que c'est grave. Parce qu'il a déjà essayé tellement de choses. Et quand il vient à l'hôpital, c'est parce qu'il n'a pas pu trouver une herbe qui a permis de résoudre son problème. Donc quand il vient, ça veut dire qu'il panique déjà. Mais si son médecin panique encore plus que lui, c'est que c'est très grave. Donc là, on entre dans le professionnalisme tout simplement. En 2024, tu as désormais entre les mains le pouvoir de changer ton destin, de changer ta vie. Je sais que tu as des projets, mais parfois la chose qui te manque, c'est la visibilité nécessaire pour permettre à ces projets de toucher la cible que tu recherches
afin que les réalisations te permettent de te réaliser. Moi aussi, j'ai rencontré les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. Il y a de cela pratiquement 10 ans, lorsque je me lançais en entrepreneuriat, j'avais 800 idées par seconde, mais parfois, pour permettre, même ne serait-ce qu'à une seule de ces idées de toucher la cible, je manquais de moyens nécessaires pour pouvoir bénéficier d'une visibilité extraordinaire qui permettrait à mes projets de pouvoir se développer. J'ai trimé, je me suis battu, j'ai échoué, j'ai bouffé des tontines et pratiquement 10 ans après, j'ai tout de même, avec beaucoup de résilience, réussi à réaliser des prouesses extraordinaires et surtout à bâtir une communauté importante. Aujourd'hui, je voudrais te permettre de bénéficier de ce que j'ai réussi à bâtir parce que je sais exactement ce que tu rencontres comme difficulté actuellement. J'ai conçu une offre. Cette offre comporte une publication de ton projet sur ma page Facebook, Dr Claudel Nombissier, qui fait plus de 700 000 abonnés. 2 formations dont l'une s'appelle « Générer des prospects en ligne et hors ligne » pour te permettre de pouvoir trouver des clients. Et comme je sais que pour trouver des clients, tu vas faire face à des objections du style « ça coûte trop cher, ça ne m'intéresse pas, j'ai déjà un produit ou un service dont je suis satisfait », tu bénéficies aussi d'une 2e formation vidéo dont le thème c'est l'art de gérer les objections de tes clients. Le 3e élément dont tu vas bénéficier dans cette offre, c'est un e-book dont le titre c'est « Entreprendre et investir différemment ». Oui, parce que lorsqu'on n'a pas beaucoup de moyens, on doit pouvoir penser différemment. Et la 4e chose, c'est un groupe privé. Je suis certain que tu te demandes à ce moment combien coûte cette offre. Et parce que tu te poses cette question, j'ai donc décidé de te l'offrir au prix de 10 000 francs CFA. Oui, tu l'as bien écouté. 10 000 francs CFA pour bénéficier de toute cette offre ou 25 € pour toutes les personnes qui résident à l'extérieur du Cameroun. L'avantage, c'est que peut-être toi, tu n'en as pas besoin, mais tu pourrais permettre à un proche, à un frère, à un ami ou à un porteur de projet de bénéficier de cette offre extraordinaire afin de lui permettre de se réaliser durant l'année 2024. Je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Clique sur ce lien, remplis le formulaire pour bénéficier de manière exclusive de cette offre. Et dans le formulaire, tu découvriras aussi d'autres offres pour des entrepreneurs d'un niveau un peu plus élevé.